Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle de la nature qui soigne et de la nature qui ressource. Hélène Mathieu, vous nous accueillez ce matin dans vos magnifiques jardins odorants de Pont-Rouge. Vous êtes herboriste? Oui, je suis herboriste. Je me suis installée ici bientôt 20 ans. J'ai installé mon jardin dans une roue de médecine amérindienne. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, dans votre vie pour décider de prendre ce chemin-là, finalement? Bien, au départ, je m'en allais vers l'horticulture. Puis après ça, j'hésitais. Puis là, j'ai découvert l'herboristerie. Bon, pourquoi pas avoir un beau jardin, mais qui serve à quelque chose aussi, que ça soit culinaire ou que ça soit médicinal. Il y a plein de plantes qu'on a dans notre jardin qu'on peut manger, des salades de fleurs, des petits feuillages. Puis en même temps, on peut soigner les petits problèmes de tous les jours, là. J'aimerais ça faire un petit tour de votre jardin. Oui. Des plantes qu'on retrouve souvent dans la région, sur nos terrains, mais qu'on ne sait pas qui se mangent ou qui ont des vertus médicinales. Bien, on a celle-là ici. Souvent, la première année, on va faire un chou de feuilles. Il ne va rien se passer. Ça fait comme un beau tapis de feuilles. La deuxième année, la plante meurt à l'hiver. La deuxième année, ça pousse, puis là, ça fait ses fleurs. C'est une plante, au départ, elle est médicinale. Les feuilles, c'est comme très doux. C'est pour les problèmes de poumons. On ramasse chaque petite fleur. C'était tellement drôle parce que j'avais des gens qui étaient venus m'aider. À deux, ils avaient ramassé toutes les petites fleurs. Fait que le lendemain, j'ai dit, bon, OK, on ramasse la moellenne. Ils ont dit, bien, on l'a faite. J'ai dit, regardez, c'était plein à grandeur. Ça va pousser abondamment de même. On a deux sortes. On a celle qui ouvre comme ça, puis on a celle qu'on voit souvent sur le bord des pistes cyclables. Qui est fait juste comme un coton en haut, là, qui ne rouvre pas comme ça. Là. Puis autrefois, ils attendaient que ça fane, puis ils mettaient ça dans l'huile, dans le poids, puis ils s'en servaient comme flambeau. Ah oui, OK. Ils appelaient ça cierge Notre-Dame. Et là, les fleurs sont comestibles? Les fleurs sont comestibles. La seule affaire, c'est qu'il y a des petits poils irritants à l'intérieur. Alors, quand on prend ça, il faut vraiment mettre ça dans un filtre à café. On ne met pas ça dans une petite boule. Pas parce que c'est dangereux, mais ça va gratter un petit peu dans la gorge. C'est important de bien identifier. Puis il y a une famille que j'appelle la famille des empoisonneuses, là, comme la valériane, la gelée millefeuille fait partie de ça. Eux autres, c'est facile de les reconnaître, mais il y a bien d'autres plantes qui font partie de ça, comme la ciguë, la carotte amaro, qui sont poisons, qui sont vraiment dangereuses. Fait que toujours de bien identifier, puis de faire attention. Moi, par mesure de sécurité, je suis capable d'identifier, mais comme il y a toujours un risque, je ne vais pas chercher la carotte sauvage ou du panais sauvage, parce que c'est trop proche de la ciguë de la carotte amaro. Hélène, moi, je vois ici des petites fleurs bleues que je retrouve sur mon terrain à chaque année. Et là, est-ce que ça, qu'est-ce que c'est d'abord comme plante? Les fleurs bleues, c'est de la chicorée. On entend souvent, on va trouver des cafés de chicorée. Ça, il y en a de la cultivée, puis il y en a de la sauvage. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a moins de racines quand elle est sauvage, évidemment. Ça, c'est de la plante de deuxième année. La première année, elle fait un chou à terre, à peu près comme la mollène qu'on a vue. Et c'est ça qu'on récolte. On peut manger les jeunes feuilles. Il faut dire que pour le côté comestible, c'est vraiment le printemps qui est idéal. Ah oui. Avant qu'elle fasse sa hampe florale ou que ça fasse ses graines, parce que l'énergie monte là, puis les feuilles sont plus coriaces, sont moins intéressantes. Hélène, il y a combien d'espèces ici dans les jardins? J'ai à peu près, avec un peu dans la forêt aussi, à peu près 90 plantes différentes. J'ai des arbres médicinaux aussi, là. Puis j'ai implanté l'hydras du Canada dans le bois, qui est une plante qui pousse dans les érablières. Je l'ai fait venir à un petit bout de racine à moitié morte. Je l'ai planté, c'est rien passé. 5 ans plus tard, j'ai trouvé la plante. Puis là, à 7 ans, elle fait ce que je veux qu'elle fasse. Fait qu'il faut être patient avec la plante sauvage. Oui, c'est ça, hein? Faut être patient. Puis tout ce qui est médicinal, dans l'idéal, on boit ça en tisane ou c'est quoi la façon la plus facile? Il y a plusieurs facile? façons de le prendre. On peut faire des teintures mères qui est à base d'alcool, des plantes qu'on met dans l'alcool. On a la méthode que moi j'ai appris dans le vinaigre de cidre de pomme. C'est pas reconnu par Santé Canada, par exemple, là. Mais moi, je trouve que c'est très efficace. Mais moi, je me spécialise dans la tisane parce que je veux que de prendre une tisane, ça soit comme prendre une boisson, que ça soit agréable, que ça soit pas prendre un médicament. Alors là, j'ai un échantillon de toutes sortes de plantes. La plante de l'année de la Guilde des herboristes, c'est la lierre terrestre. Ça goûte vraiment le thé, c'est un astringent. Fait que c'est intéressant, là, en remplacement du thé, ça n'a pas de théine dedans, donc ça n'a pas d'excitant comme tel. On appelle ça pain d'oiseau. Alors, ça a un petit goût acidulé. Oui, ça goûte le citron, hein? Ça goûte un peu le citron.
mais encore là, il faut en prendre en petite quantité parce que tout ce qui est sauvage, quand ça survit à nos hivers, ça repousse, c'est très fort. Hein? Ouais. Fait que là-dedans, il y a de l'oxalide, c'est l'oxalate, pardon. Et ça, c'est une plante qui peut avoir une certaine toxicité. On ne fait pas une salade complète de ça. Mon Dieu, moi, je pense que je suis complètement... quand j'étais jeune, j'en mangeais tellement là, sur le terrain de mes parents. Je suis probablement complètement... C'est pour ça, mon état. À cause de l'oxalide. L'autre affaire qu'on retrouve, là, il commence à être en fleurs, il est moins intéressant. C'est des petites feuilles qui sont intéressantes comme c'est une plante grasse qu'on appelle le lorpin. Il va faire des touffes rouges. Puis, on a aussi la bardane. Ça a l'air drôle à dire, les fameuses toques. Les toques. Ouais. Quand elle est rendue de même, là, elle est moins intéressante. Elle, c'est encore une bisannuelle. Elle fait comme un chou de feuilles, de grosses feuilles. Oui. Quand les feuilles sont petites, ça se mange comme des épinards cuits. Ah oui. Aussitôt qu'ils grossissent, bien là, ils viennent comme moins intéressants. C'est vrai, ouais. Puis, la deuxième année, là, elle va faire sa hampe florale. Mais ce qui nous intéresse, nous autres, c'est la racine. Parce qu'on peut, la faire sécher, la couper, la torréfier, puis on peut faire un café de céréales avec. Et on a notre vedette. Alors, le mélilo, OK, on voit ici, c'est tout des petites... ce qu'on ramasse, on peut prendre un petit peu les feuilles, mais ça va mettre une petite amertume. Alors, ça, séché, je vais faire ça. C'est les fleurs, là? Oui, ça, c'est seulement les fleurs. Ça pousse abondamment partout dans les champs. Et on appelle ça la vanille du Québec. J'ai une petite tisane à faire goûter qui est le vinaigrier. OK. Alors, le vinaigrier, on trouve ça, là, en ce moment, il est quasiment prêt. Ça va y prendre encore une couple de semaines pour qu'il soit rouge complètement. C'était la tisane qui remplace, par exemple, la limonade, parce que dans le temps, il n'y avait pas de citron. Alors là, j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable parce qu'il est un petit peu acidulé. Mais on peut faire aussi un sirop contre la toux, là, en rajoutant... Ça, c'est un sirop que mes enfants aiment tellement. Je cache les bouteilles là, dans le frigo. Parce qu'il y a une tasse de gin, de gros gin dedans, plus la tisane, plus une tasse de miel. Fait que ça fait un petit sirop. C'est léger, là, mais pour arrêter la toux, c'est super. Fait qu'à votre santé à l'été. Santé, Hélène, merci beaucoup. Connaissez-vous la savoyane? C'est une plante indigène que les Autochtones utilisaient pour ses multiples propriétés médicinales. C'est dans ses rhizomes que l'on retrouve la berbérine, une substance jaune et amère qui la rend antiseptique, antibactérienne et antifongique, en plus d'être efficace contre une foule de maux. D'ailleurs, si vous en avez le courage, vous pouvez mâcher sa racine pour vous rafraîchir la laine ou encore pour soigner un ulcère. Autrefois utilisée pour combattre le scorbut, les Autochtones s'en servaient également pour teindre le cuir en jaune. La savoyane pousse dans les milieux humides, dans les sous-bois et souvent sur un lit de mousse. Comme elle se développe lentement et pousse en petites tales, un engouement soudain pour cette plante risquerait de la faire disparaître. C'est pourquoi il faut veiller à sa préservation. Lucas Moisan, toi, tu es une fan du plein air. D'ailleurs, tu as rencontré ton chum comme ça. Oui. Vous en faites beaucoup avec la petite famille. Dis-moi, comment cette passion-là est née chez toi? Bien, moi, dans le fond, ma mère, elle m'a inscrit dans les cadets quand j'étais jeune, à 12 ans. Puis, avec les cadets, on peut faire du plein air. Et je me suis spécialisée là-dedans. Là. J'étais allée à Capcha, j'étais allée à Banff grâce aux cadets. Puis c'est là que j'ai développé vraiment ma passion. Puis j'ai continué après ça longtemps. On a fait des expés, j'ai fait des expés de 19 jours. Là, on faisait rando, canot. Puis, à cause d'un ami, d'un collègue, Philippe est venu aider une fin de semaine, qu'on avait une fin de semaine de plein air. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, puis que ça a cliqué ensemble. Puis que là, après ça, on a développé notre passion ensemble. Là, on est allé au Vermont, on est parti une fin de semaine de camping en vélo de montagne. Puis un matin qu'on s'est levé, puis il y avait de la neige qui avait tombé. Il y avait 2 pouces de neige sur notre tente, mais c'était clairement pas l'hiver. C'était le début de l'automne. Oui, c'est ça. C'était pas supposé. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que avant, tu sais, quand on a commencé à faire ça, bien, ça te fait plein d'histoires, plein d'anecdotes que tu peux compter maintenant. Là. On est à votre chalet en ce moment. Vous faites aussi du camping. Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu es en nature? Vraiment, moi, c'était une liberté d'esprit. Tout simplement, là, parce que quand on est à la maison, la routine, les enfants, ça va vite. Puis quand tu arrives ici, dès que tu arrives, soit au chalet ou en camping, tu t'es préparé avant, tu te dépêchais, tu vas faire l'épicerie, tout ça. Puis là, tu arrives au camping, puis là, tu fais...
Puis là, tu n'as plus rien à penser à part profiter parce que rendu au camping, à part faire un feu, aller marcher, faire du canot, il n'y a rien d'autre à faire que ça, tu sais. Fait que tu n'as pas besoin de penser à tout le reste qui vient avec parce qu'après, c'est quoi qui vient après? On décidera rendu là. Tu sais, il n'y a pas d'horaire. C'est ça qui est le fun, il n'y a pas d'heure. Puis moi, mon chum, mon chum, maintenant, il y a une montre, là, mais avant, là, au tout début, là, je ne vais pas mentir, là, parce qu'on va la voir, mais au tout début, on n'avait pas de montre les deux. Puis tu sais, à un moment donné, tu te rends compte, tu es en train de souper. Puis même avec les enfants, on a continué cette routine-là. Tu te rends compte, tu es en train de souper, il est 8 heures le soir. Mais tu sais, on avait faim là, puis on a soupé à 7 heures là, puis c'était pas grave. Tu sais, fait que pas d'horaire. Les enfants, j'imagine qu'aussi, ils décrochent quand ils arrivent dehors. Ah oui, vraiment. Tu sais, j'en parlais un petit peu tantôt avec Enzo, puis tu sais, il me disait, tu sais, il dit, c'est pas les mêmes règlements. Puis c'est vrai, tu sais, il me fait réaliser que c'est vrai. Bon, on n'est pas plus lousse, mais c'est différent. C'est pas pareil. Puis ils le savent, tu sais, c'est le fun. J'ai hâte d'aller voir ce que ton chum en pense. On va aller faire un petit vox pop familial. Parfait. Philippe, quel genre d'activité vous faites en famille en plein air? Bien, essentiellement, là, on fait beaucoup de camping. On part avec la tente, on va amener les vélos. On profite vraiment des mêmes activités qu'on faisait avant quand on était plus jeune, mais évidemment avec plus de matériel. Là. Adapter, oui. Comment on adapte ça, justement, les enfants arrivent dans le décor puis on veut encore profiter de la nature comme ça? Bien, généralement, la tente a grossi. Ça, c'est inévitable. Là. Quand on était plus jeune, on avait une petite tente 2 personnes où juste notre sac qui rentrait même pas, on le laissait dans le vestibule puis on laissait toutes nos choses là. Là, avec les enfants, là, on est rendu avec la grosse tente avec quasiment les chambres, tout ça. Fait que, évidemment, ça l'a changé un peu. La longueur des randonnées aussi a rapetissé, ou du moins le niveau a changé. Mais avoir des enfants, c'est pas nécessairement un frein à faire du plein air. C'est juste qu'on va adapter puis ça prend plus de logistique qui suit, là. C'est sûr que, on décide peut-être pas sur un coup de tête de partir à 1 heure d'avis, mais quand même. Non, c'est ça. C'est un peu moins spontané, là, les envies, là. Quelle différence tu vois dans le comportement des enfants quand ils arrivent en nature? Ils sont beaucoup plus détendus parce que c'est des moments où est-ce qu'on est juste les 4 ensemble, où est-ce qu'on va planifier tout le monde ensemble, puis on les inclut aussi beaucoup dans tout ce qui est routine. Mes gars, moi, je leur ai toujours montré à se servir des outils. Fait que ce soit les haches, là, Damien a une mini petite hache, fait que ça l'implique dans les rôles. Ils participent, tout le monde participe. Mon plus vieux commence à partir un feu. C'est des jeux qu'on n'a pas à la maison d'habitude. Non, c'est ça, exactement. À la maison, on joue pas avec une hache, puis on joue pas avec les allumettes. Non, en effet. C'est ça, fait que c'est trippant pour eux autres de pouvoir avoir des jeux d'adultes, dans le fond. Oui, exactement. Pourquoi t'aimes ça faire du camping? Je peux pas faire ça que je pisse. Tu peux pas faire une entrevue quand t'es prise, ça, c'est vrai. Non. Parce qu'on peut se baigner, on peut faire du paddleboard, monter dans des montagnes, creuser. Je peux pas creuser dans le terrain, juste dans le carré de sable. Est-ce que c'est différent qu'à la maison? C'est que c'est pas pareil, c'est pas la même maison, c'est une tente. Parce qu'on n'a pas de piscine à la maison, mais on peut se baigner parce qu'il y a un lac. Puis on peut pêcher, on peut sauter, aussi crier. Puis avoir des enfants, ça vous a pas arrêté, là? Non, vraiment pas. Vous l'avez amené super petit en camping. Oui, c'est ça. Il y avait 7 semaines, on est parti aux États-Unis. Puis même, rapidement, les deux ont déjà fait aussi camping d'hiver. Lui, il a déjà dormi dans un Quincy. Quand même. Il était quand même très jeune. Puis Damien dans un abri improvisé là, qu'on avait fait, là, un appentis. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avoue. Fait que les deux, on essaie d'en faire pas mal. Une fois par année. Ouais. Ouais, l'été plus, là, mais l'hiver au moins une fois par année parce que... Tu peux le dire fort. On avait dû aller en camping avec les cadets, puis on avait dormi dans une cabane qu'on avait construite. Oui, c'est ça que papa il a dit, la À partie. l'hiver. Avec Damien. L'hiver, oui. Oui, ça fait des beaux souvenirs, ça, quand même, pour la famille. Oui, Exactement. On a un bon exemple ici. Oui. Ils vont s'en rappeler longtemps, ça, c'est ça. Oui, Ouais. puis c'est vraiment le but, c'est de leur faire débuter ça de bonheur, puis que plus tard, là, moi j'avais commencé très jeune, là, fait que... J'ai passé cette passion-là aux enfants. Oui. Je pense que ça marche. Je pense que oui. Je pense que oui. Merci beaucoup à vous deux.